Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est au cœur même du fonctionnement de nos ordinateurs, la gestion de la mémoire. C'est un peu le chef d'orchestre invisible qui fait en sorte que toute la magie opère. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre comment ça marche. On s'est tous déjà retrouvés avec un navigateur, un lecteur de musique et un document ouvert en même temps. On pourrait penser que c'est le chaos total, mais non. L'ordinateur, lui, il gère tout ça avec une précision incroyable. Le secret derrière tout ça, une gestion hyper astucieuse de sa ressource la plus critique, la mémoire. Il faut vraiment voir la mémoire comme la ressource la plus importante d'un système. Oui, bien plus que le processeur. Si elle est mal gérée, c'est tout le système qui se met à ramer, ou pire, qui te plante complètement. C'est ça le grand dilemme. On a une ressource qui est limitée et tous les programmes la veulent en même temps. Alors pour bien comprendre, il faut faire la différence entre deux types de mémoire. D'un côté, on a la mémoire secondaire, comme le disque dur. C'est là qu'on stocke nos fichiers de façon permanente. Mais pour qu'un programme puisse tourner, il doit être chargé dans la mémoire principale, ce qu'on appelle la RAM. Elle est ultra rapide, mais elle est aussi volatile et surtout limitée en taille. C'est vraiment sur ce champ de bataille que tout va se jouer. Avant, il faut savoir que les ordinateurs ne faisaient qu'une seule chose à la fois. C'était simple, bien sûr, mais pas très efficace. Et puis est venue l'envie d'en faire plus, beaucoup plus, d'exécuter plusieurs programmes en même temps. Et ça a tout changé. C'est ce qu'on appelle la révolution du multitâche. En gros, on est passé de la monoprogrammation, où un seul et unique processus avait toute l'attention du système, à la multiprogrammation. Et là, ça change tout. Cette nouvelle approche permet à plusieurs processus de cohabiter en mémoire. L'avantage, ça optimise à fond l'utilisation du processeur. Pendant qu'un programme attend une info du disque, par exemple, eh bien un autre peut utiliser le processeur. C'est la fin des temps morts et le début de la fluidité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vraiment le point crucial. Cette transition a rendu absolument indispensable la création d'un système intelligent pour partager cette mémoire si limitée. Sans un bon chef d'orchestre pour réguler qui a le droit à quoi, ce serait l'anarchie la plus totale. Et c'est justement là qu'entre en scène le héros de notre histoire, le gestionnaire de mémoire. C'est une partie du système d'exploitation dont l'unique boulot est de résoudre ce puzzle hyper complexe en permanence et à une vitesse folle. Sa mission, on peut la découper en 4 grandes tâches. D'abord, il doit savoir à tout moment ce qui est libre et ce qui est occupé, comme s'il avait une carte. Ensuite, il doit allouer de l'espace aux nouveaux processus qui arrivent. Après ça, il doit faire le ménage, c'est-à-dire récupérer l'espace quand un processus se termine. Et enfin, il offre des services plus avancés, comme la mémoire virtuelle, qui permettent carrément de repousser les limites physiques de la machine. Bon, maintenant qu'on connaît sa mission, voyons un peu comment il s'y prend. Parce qu'évidemment, il ne choisit pas les emplacements au hasard. Non, il utilise des stratégies bien précises pour être le plus efficace possible. La toute première étape avant toute chose, c'est la connaissance. Le gestionnaire ne peut prendre aucune bonne décision s'il n'a pas un plan exact, un instantané de l'état de la mémoire. Il a besoin de savoir où sont les trous, les zones libres. Pour faire cette cartographie, le système a principalement 2 outils. Le premier, c'est la table des bits. C'est tout simple. Imaginez une grande grille où chaque petite case de mémoire a un 0 si elle est libre et un 1 si elle est occupée. L'autre outil, c'est la liste chaînée. Ça, c'est plus comme un catalogue détaillé qui liste chaque bloc, sa taille et son statut. L'une des méthodes est simple et rapide, l'autre est un peu plus précise. Une fois qu'il sait où sont les blocs libres, comment est-ce qu'il choisit? Eh bien, une première approche, la plus directe, c'est le premier ajustement ou first fit. Le gestionnaire parcourt la mémoire et hop, il s'arrête au tout premier bloc libre qui est assez grand. C'est simple, c'est rapide et souvent, ça fait le job. Une autre méthode, qui cherche à être un peu plus économe, c'est le meilleur ajustement ou best fit. Son objectif, c'est de minimiser le gaspillage. Pour ça, le gestionnaire va scanner tous les blocs libres et il va choisir le plus petit qui peut quand même accueillir le processus. Comme ça, il reste le moins d'espace inutilisé possible. Et enfin, il y a une stratégie qui peut paraître un peu bizarre, le pire ajustement ou worst fit. Ici, le système va faire exprès d'allouer le plus grand bloc de mémoire disponible. L'idée, qui est assez contre-intuitive, c'est de laisser derrière un trou qui soit lui-même assez grand pour être utile plus tard, plutôt que de créer plein de petits fragments de mémoire inutilisables. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un processus a besoin de 3 mégaoctets. En mémoire, on a des trous de 4, 10 et 15 mégas. Le first fit, lui, ne réfléchit pas. Il prend le premier qu'il trouve, donc celui de 4. Le best fit veut le plus ajusté possible, il choisit aussi celui de 4. Par contre, le worst fit, lui, va délibérément prendre le plus grand, celui de 15, en se disant que le morceau de 12 mégas qui restera sera assez grand pour servir à autre chose.
Ok, ces stratégies sont bien jolies, mais elles partent du principe qu'il y a de la place quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe quand la mémoire est complètement pleine? Là, le système a encore une astuce dans sa manche. C'est le problème ultime. Plus aucun bloc libre, mais un nouveau programme doit absolument se lancer. Est-ce que tout s'arrête? Eh bien non. Le système d'exploitation a une solution pour ça, ce qu'on appelle le va-et-vient ou le swapping en anglais. Le mécanisme est plutôt malin. Le système va choisir un processus qui est en attente dans la mémoire principale et il va le copier temporairement sur une zone spéciale du disque dur, la swap area. Forcément, ça libère de l'espace en RAM, ce qui permet au nouveau processus de venir s'y charger et de s'exécuter. C'est un jeu de chaises musicales en quelque sorte. Et c'est ça, toute la magie de cette technique. Le va-et-vient donne au système l'illusion qu'il a une mémoire presque infinie. Il peut jongler avec beaucoup plus de programmes que la RAM ne pourrait physiquement en contenir. C'est en grande partie grâce à ça que l'ordinateur ne plante pas dès qu'on a un peu trop d'onglets ouverts. Donc si on résume, on a vu que la mémoire c'est une ressource précieuse et finie. C'est l'arrivée du multitâche qui a forcé la création de ces gestionnaires intelligents. Eux, ils utilisent des stratégies comme First Fit, Best Fit et Worst Fit pour allouer l'espace. Et quand vraiment tout est plein, le va-et-vient prend le relais et utilise le disque comme une sorte d'extension temporaire de la mémoire. On a vu comment gérer plein de petits programmes. Mais tout ça, ça soulève une nouvelle question, qui est encore plus fascinante. Que se passe-t-il si un seul et unique programme est, à lui tout seul, trop gros pour tenir entièrement dans la mémoire? C'est le défi de la mémoire virtuelle, et ce sera le sujet de notre prochaine explication. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt!